à tous, c'est l'heure de la grande team. 90 minutes à passer ensemble pour le décryptage complet de toute l'actualité sportive. En tout cas, vous faites bien d'être sur la 3 et d'être dans l'émission La Grande Team. Vous le savez, le sommaire précise tout, on vous l'envoie maintenant. Voici ce que ça donne. Au sommaire de la Grande Team, les nouvelles fraîches dans LGT News. Focus avec Diabaté Abdoulaye, président du comité d'organisation du championnat scolaire africain zonal UFOAB. Dans notre rubrique Qatar au quotidien, on mettra un point d'honneur sur l'arbitrage. Bonne soirée sur la 3. Mondial 2022, vu son départ réussi, l'équipe de France a-t-elle les moyens de conserver son titre comme le Brésil en 1962? C'est notre question LGT, même si la France a été battue aujourd'hui par la Tunisie. Notre question LGT demeure. Mondial 2022, vu son départ réussi, l'équipe de France a-t-elle les moyens de conserver son titre comme le Brésil en 1962? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Une deuxième option s'offre à vous pour réagir. Eh bien, c'est la page Facebook de la 3. La planète sport bouge et ne soyez pas en marge. On vous propose LGT News pour vous informer. C'est maintenant. La team qui boostera ce programme, la grande team, est composée de Jean-Philippe Ouria et de Mohamed Ballot. Bonsoir messieurs. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Ça va. Joyeux anniversaire. Ah bah merci beaucoup. Santé, longévité, plein de bonnes choses. Bah là je suis un peu surpris, mais merci beaucoup. Mais non, pas du tout quand même. Allez, juste pour vous chahuter, oui. Vous pouvez ramener l'ascenseur. C'est ça. Allez, je rappelle aussi que Sansévérin, Joël Héraclide et Brou Parfait, ex-arbitre fédéral, seront tout simplement de la partie pour cette émission de la grande team. Allez, messieurs, avant d'avancer, une nouvelle qui nous parvient du Brésil, une nouvelle moins réluisante, c'est l'hospitalisation de la légende vivante du football. J'ai nommé le roi Pelé derrière, malgré les messages rassurants de ses proches. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Pelé? Je pense que le message qui a été posté par sa fille sur les réseaux sociaux concernant l'état de santé de Nelson Arantes do Nascimento, dit Pelé, le roi Pelé, ont pour but non seulement d'informer l'ensemble de l'opinion sportive, mais également de ne pas affoler cette opinion sportive. On sait que le roi Pelé lutte depuis quelques années contre un cancer et qu'il était interné pour des raisons cardiaques. Et sa famille s'est voulue rassurante en disant que son état était pour l'instant stable. Mais bon, la communauté sportive mondiale, au vu de la récurrence de ces internements hospitaliers, s'en inquiète un tout petit peu. On va tous serrer les doigts pour prier en espérant que le roi Pelé sorte de l'hôpital et se porte bien, puisqu'il faut noter qu'il a quand même 82 ans. Ouais. Voilà, il n'est plus tout jeune, mais on espère le garder encore parmi nous pendant de nombreuses années. C'est ça, Ballot. Oui, ce n'est pas la toute première hospitalisation, mais là, vraiment, on va encore une fois croiser les doigts. Bien sûr, on va croiser les doigts, comme vous l'avez dit, d'autant plus qu'il s'en est sorti une première fois. Lorsqu'il y a eu sa première hospitalisation, il y a eu une vague d'inquiétude, une vague tout simplement d'émoi sur les réseaux sociaux, mais ça n'a pas empêché le fait que le roi Pelé a su renaître de ses cendres. Donc, on espère qu'il y aura une bis repetita par rapport à cette seconde hospitalisation, parce qu'on a déjà perdu Diego Armando Maradona. On ne souhaite pas perdre une deuxième légende. Qatar 2022 au quotidien vous informe de toute l'actualité du mondial Qatar tout simplement 2022. Restez avec nous pour ne rien rater. Eh bien, c'est toujours au programme Facebook au Qatar également. C'est une rubrique qu'on prend beaucoup de plaisir à vous proposer. Derrière Australie-Danemark 1-0, c'était aujourd'hui. Tunisie-France 1-0 en faveur de la Tunisie. Mais la Tunisie ne participera pas au huitième de finale tout simplement. Et puis en ce moment même, l'Arabie Saoudite est menée sur le score de 2-0 par le Mexique. Et puis l'Argentine mène au score la Pologne sur le même score, 2-0 en tout cas. Au fur et à mesure, on vous tiendra tout simplement informé. Aujourd'hui, on vous propose un focus. On est parti, c'est maintenant. Nous allons recevoir Monsieur Diabaté Abdoulaye, président du comité d'organisation du championnat scolaire africain zonal UFOAB, que vous avez pu suivre sur la 3 pour
un petit bilan, j'ai envie de dire, et naturellement d'autres informations relatives au tournoi. Bonsoir, monsieur Diabaté. J'ai envie de dire bonsoir, président. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. C'est un honneur de vous recevoir encore une fois. Moi aussi. Vous avez Balo et Jean-Philippe Auria juste à côté. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, Balo. Bonsoir. Vous êtes un habitué du plateau de la Grande Team. Oui, ça fait, je crois, la 3e fois que je reviens. Voilà, et ça fait toujours plaisir d'être là. Allez, aujourd'hui, nous vous recevons en qualité de président du comité d'organisation du championnat scolaire africain zonal UFOA-B, tenu au stade Robert Champrot de Marcory du 11 au 13 novembre dernier et remporté doublement par le Bénin chez les filles et chez les garçons. Alors, président, quel bilan faites-vous de cette compétition inédite en Côte d'Ivoire? Et j'ai envie de dire, même en Afrique, parce que c'était la première édition, la toute première. Oui, c'était la toute première au niveau de la zone UFOA. Et la toute première en Afrique s'est tenue dans la zone COSAFA, au Malawi. Et dire que les compétitions zonales au niveau de la CAF sur le championnat scolaire africain ont débuté. Et la Côte d'Ivoire recevait du 11 au 13 novembre dernier cette compétition est sous l'égide de l'UFOA-B et de la Fédération ivoirienne de football à laquelle j'appartiens et toute la confiance que le président Idriss Yacine Diallo m'a accordée. Avec mon équipe, nous avons travaillé en de bonne intelligence et nous avons mis les moyens nécessaires pour que, en tant que le président du comité d'organisation locale, nous avons travaillé dans une synergie d'action pour pouvoir permettre à ce que cet événement, cette fête de la jeunesse, de l'éducation et du sport soit une réussite. Donc je dirais que ça a été un bilan satisfaisant globalement, quoique ça reste une œuvre humaine et modestement on prend toujours je dis, les imperfections pour se corriger et penser aussi à d'autres challenges qui peuvent nous attendre. Au plan organisationnel, est-ce à dire que vous êtes satisfait? Oui, au plan organisationnel, bien évidemment, nous sommes satisfaits parce que ça serait pas intéressant de le dire. Mais ça reste toujours une œuvre humaine. Et comme je l'ai dit avec toute l'équipe mixte pour nous, au niveau du comité d'organisation locale, c'était constitué de la CAF, de l'UFOA-B et de la Fédération ivoirienne de football. Et aussi de ma commission, les personnes de ma commission que je salue, parce qu'une œuvre humaine, belle qu'elle soit, si elle n'est pas faite vraiment en synergie, vous ne pouvez pas réussir. Donc, on est satisfait vraiment de l'organisation et l'organisation notamment au niveau des compétitions. C'est ça, Balo? Déjà, Président, félicitations pour l'organisation. Merci. Mais il y a certains qui estiment que surtout pour le match d'ouverture, on aurait pu mobiliser un certain nombre d'établissements pour le déplacement d'élèves au niveau du Champrou pour soutenir les jeunes de Saïwa. Est-ce que c'était faisable? Oui, ce n'était pas seulement venir soutenir les jeunes de Saïwa. Convenez avec moi que nous restons dans l'esprit du binôme foot-école. On fait la promotion du football je veux dire, au sein du système éducatif. Mais vous convenez avec moi que ça aurait été les mêmes personnes qui allaient critiquer le fait qu'on soit allé mobiliser, je dirais, les enfants, qui ce jour-là, c'était jour de classe, c'était déjà une reprise, et que ces enfants viennent, je dis, bonder dans la tribune du Champrou, ça allait être encore une autre critique. Donc, pour respecter l'esprit du binôme foot-école, ceux qui étaient disponibles sont venus. On n'a pas eu, je dis, un public assez intéressant, mais contrairement à une autre activité qu'on avait fait, je crois, en semaine, un mercredi soir, qui a connu vraiment beaucoup d'engouement. Et sur la suite de la compétition, à savoir le samedi 12 et le dimanche 13, je pense que les images parlent d'elles-mêmes par rapport à la mobilisation qui a été faite. Vu que c'était le week-end. C'était le week-end exactement. C'était le week-end exactement et les enfants étaient plus disponibles. Et ils sont venus, vous voyez les images, ils sont venus pour vraiment soutenir, au-delà de l'équipe de Saïwa, qui représentait la Côte d'Ivoire, mais c'était une fête, je dis, de la jeunesse, une fête du sport. Et voilà, ils sont tous venus et puis ils ont communié avec ces équipes-là. D'accord. Jean-Philippe. Président de l'organisation, je sais que bon, vous y étiez en front-off de manière principale, mais moi je voulais parler un tout petit peu de l'équipe de Saïwa parce qu'on a eu à se poser énormément de questions. Comment cette équipe a été sélectionnée? Est-ce que vous en avez une idée? Oui, j'ai une belle idée parce que d'abord, quand nous sommes arrivés à la Fédération ivoirienne de football, vous connaissez toute l'historique, on a hérité de ce projet.
Et en tant que le président de la commission football jeune et football en milieu scolaire, je me suis rapproché de l'instance qui se trouve être l'OASU pour qu'on puisse vraiment essayer de coordonner. Il y a eu des glissements de date. Mais avec la contrainte de temps, ils ont trouvé un mécanisme pour qu'on puisse répondre présent parce qu'on devait être présent à double titre. En tant que Côte d'Ivoire, de par cette école-là, et puis aussi en tant que pays organisateur de cette compétition, parce que l'UFOAB a coopté la Côte d'Ivoire pour faire l'organisation. Donc, vu la contrainte de temps, ils ont fait le maillage avec certaines écoles, parce que c'est eux qui étaient plus actifs, les autres étaient déjà partis en vacances. Donc, le président de la fédération s'est fortement impliqué en mettant la direction technique nationale à contribution afin qu'on puisse apporter de la performance à ces enfants. Ces enfants, c'était en deux catégories, catégorie filles et catégorie garçons. Donc, avec tous ces appuis-là, je pense bien que, voilà, vous voyez les résultats. On finit vice-champion avec l'école de Saïwa au niveau des garçons et puis troisième qui n'est pas démérité au niveau des jeunes filles. Alors, président, derrière, rassurez-nous, les enfants qui ont été les acteurs majeurs de ce tournoi-là n'ont pas été blâmés parce que pendant qu'ils étaient en train de jouer, les coups se déroulaient. Oui, ils n'ont pas été blâmés parce que... Parce qu'à noter qu'il y a une équipe, des équipes sont venues de partout. Hein. Exactement. Bénin et autres. Oui, qui sont venus de partout, mais... Je vous donne l'information, et vous le savez d'ailleurs, que les parties prenantes de ce projet, c'est le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et le ministère des Sports. Donc, les plus autres instances au niveau de ces deux entités étaient informées. Donc, c'est une mise à disposition de ces enfants. Ils étaient en mission pour le compte de leur école et pour le compte de la Côte d'Ivoire parce qu'ils représentaient le drapeau ivoirien. Donc, ce n'est pas des enfants qui devraient être normalement blâmés. D'accord. Oui, alors, Président, en tout cas, ils sont à féliciter, mais... On se pose beaucoup de questions par rapport à leur acclimatation. Pour la plupart, c'est des jeunes qui évoluent à Saïwa. On le sait, c'est une ville, un village reculé de la Côte d'Ivoire. Donc, ils n'étaient pas habitués à jouer avec des paires de marques pour certains. Ils n'étaient pas habitués à jouer sur une pelouse synthétique. Est-ce qu'on peut estimer que s'ils étaient mieux acclimatés aux pelouses et au fait de jouer avec des paires de marques, on aurait pu mieux espérer par rapport aux résultats? Oui, bien évidemment, parce que c'est au même titre que les enfants du Burkina, du Togo, du Niger aussi, qui découvraient aussi, ces genres de terrain, notamment le Champoux. Ils sont venus aussi quelques jours avant parce qu'on a pris des dispositifs au niveau de l'organisation pour que tous ces enfants puissent vraiment côtoyer ce synthétique-là. Bon, avec du recul, on sait que c'est le terrain qui est le plus exploité par tous et c'est là que devrait se dérouler le championnat. On estime bien que ces enfants n'ont pas été aussi ridicules en côtoyant vraiment le stade Champoux. Et à l'avenir, je pense qu'on va prendre des dispositions encore plus tôt pour pouvoir vraiment leur rendre encore performant sur ce jeu-là. Bien, Philippe. Président, moi, j'aimerais aller même au-delà de l'organisation de cette compétition sur le plan national. Je pense que l'un des buts de cette compétition, c'est la promotion du football en milieu scolaire. Est-ce que statistiquement, on peut estimer que le football est en déclin dans le milieu scolaire, surtout sur le continent africain? Je dirais oui et non. Oui, parce que, voilà, avant, on était dans les fondamentaux du football, c'est à partir de l'école qui rentre dans le cadre général de l'éducation sportive. Et des talents sont nés dans diverses compétitions, dans diverses activités. D'autres ont été des handballeurs, d'autres ont été des footballeurs, d'autres des basketteurs. Mais aujourd'hui, on n'a pas véritablement cette compétition-là. Et nous, en tant que Fédération ivoirienne de football, qui faisons la promotion par excellence du football, on veut créer un mécanisme au niveau local pour qu'on puisse cadrer sur nos 12 ligues et qu'on ait véritablement un championnat scolaire. Et non parce que, voilà, il y a une forte implication maintenant des instances et la promotion est en train d'être faite pour que les enfants aussi ne puissent pas décrocher parce qu'ils savent que le football, c'est une ascension sociale pour eux. Les parents aussi sont impliqués. J'ai eu, moi, par ma petite expérience, de voir par moments des parents qui sont allés chercher des garçons de l'école pour les envoyer sur des terrains de jeu, alors que l'assurance tout risque pour aller au football, comme j'aime à le dire, c'est bien entendu l'école. Donc, des deux côtés, on peut essayer de peser, mais je pense qu'avec la nouvelle donne, avec la nouvelle promotion, et pour votre information, la Fédération ivoirienne de football est l'une des rares fédérations à avoir une commission dédiée au football scolaire. Donc déjà, c'est un bon point
au niveau de la Côte d'Ivoire parce que ça va nous permettre aussi d'avoir, je dis, une longueur d'avance sur les autres fédérations, quoique aussi ces fédérations ne sont pas là à fermer les yeux. Vous avez vu l'équipe du Bénin qui a été une belle équipe et ils ont commencé ce projet avec l'ami Adjovi Boko, qui est un ancien international béninois, qui a implémenté ce projet-là. Et aujourd'hui, on voit ce que le Bénin a produit comme jeu au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ils ont été vraiment heureux, victorieux de cette compétition. Et comme ce qui est bon, on ne va pas réinventer la roue. Hein. Nous aussi, nous sommes déjà avec la DTN et l'OHU pour créer ce mécanisme-là. Et puis faire des pilotes et créer vraiment un véritable engouement dans ce championnat-là. Président, que vous parlez de l'OSU, le directeur de l'OSU, l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, Koné Souleymane, a lui aussi réagi après ce championnat scolaire africain. Regardons ensemble. Les compétitions au niveau des départements, que nous appelons la phase intradépartementale, sur une base d'environ 300 équipes qui ont commencé. Et ensuite, nous avons fait les finales départementales, les compétitions interdépartementales à l'intérieur des régions. Ensuite, les champions de région entre eux à l'intérieur des districts pour dégager 13 équipes de districts en garçons et 7 en filles. Nous devrions organiser une phase nationale, mais le programme que la CAF a imposé a fait que cette dernière étape n'a pas pu se réaliser et nous avons été contraints de choisir l'équipe qui était en place pour représenter la Côte d'Ivoire. On n'a pas particulièrement hésité parce qu'il s'agissait d'une première qui devrait nous permettre de prendre le pouls de la chose et de nous organiser en fonction. La compétition s'est passée, les enfants sont tombés sur, j'allais dire, des sections sport-études du Bénin, et ça a été très difficile pour eux, mais par la suite, ils ont pu se qualifier à la phase, voilà. Donc, une participation, somme toute, acceptable pour l'organisation de base que ça a été. Ça aurait pu être mieux si nous avions achevé le processus national pour dégager les vrais champions de Côte d'Ivoire, ce que nous n'avons pas pu faire étant donné la pression dans le temps. Donc c'est un processus qui va être continu. Et cela est venu du fait qu'on ne peut considérer ce secteur comme un système. Si vous ne touchez pas à tout à la fois, vous n'allez pas dans le bon chemin. Donc la formation des acteurs terrain, les infrastructures, le matériel, l'équipement, le format des compétitions, tout ça est en train d'être revisé pour qu'on atteigne le meilleur niveau. Allez, à l'instant, la réaction de M. Koné Souleymane, le directeur de l'OSU, l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Balo, sur le Bénin, vous avez une question. Justement, Président, il a dit tout à l'heure que les Ivoiriens sont tombés sur une équipe béninoise, les équipes sport-études. Il y a d'autres fantasmes autour de cette équipe béninoise. On entend ici et là que pour les joueurs du Bénin, il y a certains de par leur morphologie qui ne respectent pas l'âge. Il y a d'autres aussi qui évoluaient déjà dans un centre de formation avant de jouer ce tournoi. Est-ce que ces informations sont avérées? Oui, je ne dis pas que je suis astreint à un devoir de réserve, mais en tant que le président du comité d'organisation locale, les dispositions ont été prises. On a eu, je dirais, un cahier de charge de la CAF qui indiquait les dispositions pratiques à prendre pour que ces enfants puissent compétir. L'âge, c'était de moins de 15 ans. Et pour compétir à cette activité, au risque de me répéter, il fallait même faire des passeports de voyage pour ces enfants. Donc, s'ils ont produit des documents, parce que ce n'était pas lié avec les cadets, quand il fallait faire des tests IRMT et tout, on peut leur concéder ces informations que nous avons. Mais toujours est-il qu'à partir des moins de 15 ans, ça obéit à une tranche, je dirais, au niveau de l'éducation scolaire. Donc, on peut développer une morphologie, mais forcément pas en relation avec l'âge réellement.
Pour ce cas, je pense qu'en tant que président d'organisation locale, les choses ont été faites via le TMS parce que les enfants étaient enregistrés dans le TMS. Et ces mêmes enfants seront suivis. Et à d'autres compétitions, ils ne pourront pas revenir encore, peut-être même faire la compétition africaine totalement. Donc, je reste dans cette fourchette d'âge parce qu'on a demandé de produire vraiment des documents pour attester, même jusqu'au certificat de scolarité, pour que ces enfants appartiennent aux étudiants qui sont venus faire la compétition. Ok. Alors, Président, vous étiez il y a peu à Doha, au Qatar, dans le cadre d'une activité relative à votre commission. De quoi s'agissait-il exactement? Oui, effectivement, j'étais à Doha au mois de septembre dernier. D'abord, nous avons reçu au mois de juillet Mme Fatimata Sidibesso, qui est la directrice d'un nouveau programme, le programme de la FIFA, FIFA Football for School, le football pour encore l'école. Donc, c'est un voyage d'immersion. J'étais là pour le workshop de Doha au mois de septembre dernier, parce qu'après Doha et d'autres pays, c'était la Côte d'Ivoire qui devait abriter, je dirais, cette formation-là. Donc, ça m'a permis de partir m'imprégner des réalités de la FIFA à travers ce workshop de Doha. Et il faut le dire que le Football for School, à travers son programme, a des objectifs. Les premiers objectifs, c'est d'abord permettre à ce que les enfants puissent se développer pour leur bien-être, et ce, dans les 211 associations de la FIFA. Et ensuite aussi, l'un des objectifs, c'est de faciliter l'apprentissage des compétences de vie à travers le football. Et une des particularités de ce programme, c'est que la FIFA a développé une application numérique gratuite dans laquelle se trouvent les lignes directrices de comment livrer, je dirais, les activités du football et aussi comment apprendre les compétences de vie. Et je pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on a eu cette activité du 7 au 9 où nous avons eu plus de 60 personnes, 60 participants qui ont été pris sur la base aussi toujours dans le cadre fédéral sur la cartographie de nos 12 ligues régionales. Parce que les participants formés iront aussi former d'autres personnes dans ces ligues pour que la Côte d'Ivoire soit couverte par ce programme de la FIFA là. Au niveau numérique, il y a eu des procès de PS, des entraîneurs et aussi lors de la dernière activité qui s'est déroulée le 9 au niveau de Solbeni, on a enregistré plus de 300 participants au niveau des enfants pour venir faire vraiment des ateliers et les représentants de la FIFA au plus haut niveau étaient là, y compris la directrice et les formateurs. Et ceux qui ont été formés, c'est nos master training qui iront vraiment à travers les écoles. Et l'objectif, c'est qu'un professeur de mathématiques peut coacher un match de football à travers cette application numérique-là. Et pour avoir l'application numérique, il fallait satisfaire à certaines conditions à travers des engagements. L'engagement de la Fédération ivoirienne, bien entendu, parce que c'est la fêtière, et aussi l'engagement des ministères impliqués, notamment le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, avec Madame la ministre Mariétou Koné, et aussi le ministre des Sports, M. Danho Paulin-Claude, qui était partie prenante aussi de cette activité. Et bien entendu avec l'UNESCO, qui a une représentation en Côte d'Ivoire. Donc, toutes ces démarches ont été satisfaites et puis la Côte d'Ivoire a eu la main maintenant sur l'application et nous sommes venus l'implémenter. Vraiment, je dirais que modestement, ça a été encore une réussite et ça a permis à la Côte d'Ivoire aussi de rayonner durant toute la première semaine du mois de novembre. Donc on va dire que c'était un véritable voyage d'immersion, un voyage qui aidera forcément la Côte d'Ivoire. Assez rapidement, le Lanfeara Sport d'Atekoubé, c'est un club qui vous est vraiment cher. Après le nul face à l'Africa Sport, en quelques mots, est-ce que vous êtes optimiste pour la montée? Je dirais que ça fait partie de nos objectifs modestes. Et pour le Lanfeara, hier, c'était un match, un plein match que nous avons délivré contre l'Africa, qui est une équipe historique pour nous, avec beaucoup de respect. Nous avons beaucoup d'admiration pour ce que l'Africa représente pour la Côte d'Ivoire au niveau du football. Mais sauf que nous sommes venus aussi à ce match avec aussi une ambition, pas de mesurer, une ambition d'avoir une victoire aussi, je dis, prestigieuse face à l'Africa. Nos enfants ont donné le meilleur d'eux-mêmes. On avait en tête de faire une belle victoire. Malheureusement, avec les équipes comme l'Africa, si vous vous ratez avec l'expérience, et puis aussi, je dirais que le Nord-Africa, ça a un peu peut-être déstabilisé les jeunes, mais on reste encore focus. Nous sommes venus pour apprendre en Ligue 2, c'est notre première année, mais je pense que mes enfants apprennent très vite. Ouais. Là, nous sommes en train de titiller le haut du tableau, et je pense que c'est encore jouable pour nous. D'accord. Alors, Monsieur Diabaté Abdoulaye, merci beaucoup d'être passé nous voir. On se dit à bientôt. Vous êtes habitué de toutes les façons. À la 3, c'est chez vous. Venez quand vous voulez. Merci. C'est un plaisir d'être passé.
Allez, notre question LGT de ce soir concerne le mondial 2022. Vu son départ réussi, l'équipe de France a-t-elle les moyens de conserver son titre comme le Brésil en 1962 ? Je rappelle que la France a été battue sur le score de 1-0 par la Tunisie qui malheureusement ne pourra pas participer au 8e de finale. Une autre question sur laquelle vous pourrez également réagir. Que vous inspire la désignation de la Française Stéphanie Frappart pour arbitrer un match de Coupe du Monde ? Je rappelle qu'elle sera au sifflet du match Costa Rica-Allemagne ce jeudi. En tout cas, ça sera historique, une femme pour arbitrer un match de Coupe du Monde. On sera vraiment très ravis de vous entendre vous prononcer sur ce fait-là. Plus 225 27 21 59 93 99, sans oublier et bien sûr notre page Facebook de la 3 sur laquelle vous pouvez nous laisser un petit commentaire. Sans oublier bien sûr que Sanséverin, Joël Héraclide et Brou Parfait, ex-arbitre fédéral, seront de la partie, compléteront la team pour la suite de votre émission. On va marquer une courte pause, on revient juste après.